Je vais être très bref à mon tour pour permettre ensuite d'ouvrir la discussion générale. Je voudrais juste proposer 2 séries de remarques d'un non-spécialiste et qui tenteront de converger quand même vers ce que je pense être une question centrale à la fois dans le travail de Pierre Hadot, dans la philosophie antique qu'il a étudiée et pour la philosophie d'aujourd'hui, c'est-à-dire au fond une question sur la notion de vie, telle que vous l'entendez, sur la question de la vie dans la philosophie comme manière de vivre, ou dans N'oublie pas de vivre, ou dans au fond la philosophie comme pratique dans notre vie. Question de non-spécialiste, mais qui quand même voudrait d'abord souligner 2 choses. D'abord que grâce à vous, nous sommes tous un peu des spécialistes de philosophie antique et nous avons tous le devoir de l'être, parce qu'au fond, le détour par la philosophie antique devient un détour simplement vers la philosophie. Je reviendrai dans une de mes remarques sur le fait que pour vous, quand même, il y a au fond une rupture. Si vous dites philosophie antique, d'ailleurs, et non pas philosophie ancienne, c'est aussi pour souligner ce point, quand on a dans le titre du recueil l'enseignement antique, l'enseignement des antiques et l'enseignement des modernes, souvent c'est une appellation universitaire. Quand on dit les anciens, ça comprend le Moyen-Âge, et pour les antiques, au fond, c'est une rupture plus profonde. J'en dirai un mot dans un instant, mais c'est quand même, au fond, un détour qu'il nous faut faire vers la philosophie tout court. Et puis l'autre remarque préalable, c'est aussi que ma deuxième série de remarques portera sur la philosophie contemporaine, et on voit bien à travers tout ce qui a été dit, à travers tout ce que vous avez dit, que vous incarnez aussi vraiment la philosophie du XXe siècle dans tout son parcours, et vraiment on a l'impression à la fois de rejoindre la philosophie grecque, alors sagesse ou visée de sagesse, ou désir ou amour de sagesse, peu importe, mais c'est au fond beaucoup mieux de dire la sagesse évidemment n'est pas donnée, sinon dans le désir qu'on peut en avoir, mais aussi vraiment la philosophie du XXe siècle, vraiment dans ses figures les plus vivantes, et c'est très important de tenir ces 2 bouts ensemble. Alors pour mes 2 remarques de non spécialistes, je ferai donc 2 détours un peu négatifs, un peu modestes et très modestes, c'est-à-dire au fond, et je rejoindrai ce qu'a dit aussi Philippe Hoffman tout à l'heure, du côté de la philosophie antique, je voudrais juste rappeler des refus, des correctifs que vous apportez à ce que Philippe Hoffman a appelé des malentendus. Et il y en a un des 2 malentendus que je voudrais souligner, qui a déjà été évoqué par Philippe, mais je voudrais y revenir d'un mot. Et puis du côté de la philosophie contemporaine, plutôt qu'aborder directement votre œuvre, je voudrais aussi l'aborder, votre conception des exercices spirituels comme pratique de vie, à travers deux autres figures. Une figure en amont de votre travail, celle de Jean Wahl, avec qui vous aviez commencé une thèse, et avec qui emploie donc la notion d'exercice spirituel dans son article en pleine Seconde Guerre mondiale, 1942, la poésie comme exercice spirituel. Et celle de Michel Foucault, dont je dirais un mot seulement, mais qui évidemment est l'une des figures, dans ce dialogue que vous-même sur lequel vous êtes revenu dans les exercices spirituels et la philosophie antique, et qui évidemment, dont la figure doit être, et la pensée aussi dans sa différence justement, doit être rappelée d'un mot. Et ces 2 séries de remarques, ce sera pour converger quand même sur une seule question, qui est au fond ce que vous entendez par vie, et ce qu'il faut entendre par vie dans la philosophie comme manière de vivre, et pourquoi c'est justement vital peut-être aujourd'hui. Alors parmi les refus que je voudrais rappeler, et qui sont importants pour comprendre l'importance de ce retour ou de ce détour vers la philosophie antique, je crois qu'il faut rappeler que très souvent on conçoit l'idée d'exercice spirituel comme une pratique éthique simplement, justement, c'est un des points qui a été rappelé par Philippe Hoffman, une pratique éthique qui apparaîtrait dans l'Antiquité tardive seulement, sous prétexte qu'elle serait, par exemple, un moment de décadence, un moment d'angoisse, et on décrit les stoïciens ou les épicuriens comme se réfugiant dans les exercices spirituels, et cela donc d'une manière, au fond, négative. Seulement négative et peut-être restreinte, doublement restreinte. Restreinte dans le petit secteur supposé petit de l'éthique, et restreinte dans le petit secteur historique, au fond, d'une antiquité dite tardive, qui serait tardive aussi au sens d'une fragilité, d'une sorte de refuge. Et au fond, ce que vous soulignez d'abord, et je m'appuie sur un seul et même texte d'ailleurs dans les études de philosophie antique paru aux Belles Lettres, qui est un recueil magnifique d'ailleurs, vous soulignez d'abord, et ça a été rappelé par Jean-François Ballaudet, par Philippe Hoffman, rappelant aussi le rappel de Jean-François, c'est que l'exercice spirituel n'est pas réservé à l'éthique. C'est que la distinction entre théorie et pratique passe dans tous les domaines du savoir. Il y a de la théorie dans l'éthique,
Ce qui d'ailleurs doit nous rappeler que l'éthique des philosophes anciens n'est pas seulement une pratique, elle passe par des énoncés qu'il faut certes concentrer le plus possible. La mort n'est rien pour nous, comme dans l'un des énoncés épicuriens, où il faut les tenir sous la forme la plus brève, mais qui est quand même un énoncé. C'est-à-dire l'énoncé le plus bref est encore un énoncé. Il nous entre déjà dans le domaine de la théorie. Donc il y a de la théorie en éthique, mais inversement, il y a de la pratique dans les deux autres domaines que les stoïciens, par exemple, isolent pour penser la philosophie dans son ensemble, c'est-à-dire la physique et la logique. Il y a, vous le rappelez avec une force impressionnante, il y a une théorie cosmologique, mais il y a aussi une physique vécue, une expérience vécue du cosmos. Il y a une théorie logique, mais il y a aussi une logique vécue. Et donc, au fond, plutôt que d'opposer d'un côté la logique, la physique et l'éthique, de l'autre côté, il faut dans la physique, dans la logique et dans l'éthique opposer la théorie et la pratique. Et ça, je trouve que c'est un rappel fondamental pour comprendre qu'il y a des exercices spirituels cosmiques, il y a des exercices spirituels logiques et il y a des exercices spirituels éthiques. Et tous ces exercices spirituels font partie de la pratique entendue en un sens plus large que l'éthique proprement dite. Puisque notre vie a certes dans une dimension éthique, dans sa relation avec autrui, dans le rapport à une certaine norme morale, mais se déroule aussi dans un monde dont elle fait partie, dans une nature. Le mot nature est fondamental, je crois, dans l'œuvre de Pierre Hadot, dans une nature, et notre vie est aussi, je vais y revenir d'ailleurs dans un instant, une vie humaine, c'est-à-dire une vie qui se déroule dans un certain type de pensée, de représentation, qui donc se déroule aussi sur un mode, on pourrait dire, logique. Nous vivons aussi, nous avons un esprit, et d'ailleurs la philosophie, quel que soit au fond le support ontologique de cet esprit, la philosophie traite, disons aussi, la vie de cet esprit qui parfois va mal, et qui donc il faut traiter, je vais y revenir dans un instant. Donc il y a une logique vécue, autant qu'une éthique et qu'une cosmologie vécue. C'est donc le premier rappel, et ça rejoint déjà ce que Philippe Hoffman avait rappelé. Le deuxième rappel, et c'est important, je crois, historiquement, alors là je suis vraiment pas du tout spécialiste, mais c'est quand même important, c'est que très souvent, je me souviens très bien d'un cours d'ailleurs de licence où ça nous avait été présenté comme ça, on décrit donc il y aurait eu une grande philosophie grecque qui se serait souciée d'ontologie, de métaphysique, et puis une philosophie grecque un peu moins grande qui se serait, elle, repliée sur des remèdes aux troubles de notre pensée, qui aurait recherché l'ataraxie et non pas l'être en tant qu'être. Bon. Et je crois qu'en effet, il faut revenir sur cette opposition, d'abord pour des raisons historiques, puisque, comme vous le rappelez très bien, déjà, non seulement Socrate, mais Platon et Aristote, les plus grands des métaphysiciens, se proposent comme but la philosophie comme manière de vivre. Et ça n'est donc pas simplement une sorte de réaction de repli face à un monde qui s'écroulerait, et où chacun se réfugierait dans son jardin ou sous son portique, mais c'est vraiment l'essence même de la philosophie. Et on pourrait dire d'ailleurs là aussi, inversement, il y a autant de recherches de l'être chez les stoïciens et chez les épicuriens qu'il y en a chez Platon et Aristote. Donc je ne veux pas par là d'évaluer l'idée de la recherche de l'être ou de la métaphysique, mais simplement rappeler qu'elle rencontre toute la philosophie antique. Et la véritable coupure pour vous n'est pas entre une sorte d'âge d'or athénien, disons, qui serait un âge de pure recherche de la vérité, et puis une antiquité tardive, mais entre l'antiquité et un Moyen-Âge en tant que celui-ci, justement, ça avait été rappelé très clairement aussi par Gwenaël Aubry dans une précédente rencontre et dans son texte, en tant que, justement, une certaine doctrine, issue notamment des religions, coupe d'un côté les exercices spirituels réservés aux religieux et un savoir philosophique devenu explication scolaire de concepts. Et d'une certaine manière, cette coupure a un effet historique plus ou moins irréversible. Et je dirais un mot d'ailleurs de la façon dont Michel Foucault, lui, comprend aussi cette coupure historique très différemment de vous, et d'une manière peut-être encore plus radicale, peut-être d'une manière encore plus irréversible. Mais dans les deux cas, quand même, il y a quelque chose qui nous impose de revenir à l'Antiquité comme telle, et cette Antiquité comme telle étant, on le voit bien, au fond... justement, après une longue histoire, ce qui revient d'une façon presque urgente dans une sorte de retour à des expériences après, au fond, des détours par un savoir qui s'en est coupé, quand même,
progressivement. Le troisième point que je voudrais souligner ici, donc, disons le point de convergence de ces deux premières remarques qui corrigent des malentendus, c'est que effectivement, d'une certaine façon, cela nous montre que cela converge vers la philosophie comme manière de vivre, vers la vie, et que d'une certaine manière, comment faut-il comprendre cette vie ? C'est ici, je crois, qu'il faut réintroduire de la négativité. C'est que cette négativité à laquelle répond la philosophie, c'est pas une négativité simplement historique, comme s'il y avait justement simplement une époque qui s'écroulait, c'est au fond les difficultés de notre vie, les troubles qui affectent notre vie. Notre vie, au fond, aussi bien physiquement, à travers des souffrances, psychiquement, à travers des erreurs, des troubles qui nous font souffrir, et moralement, au fond, à travers les atteintes des autres hommes, l'expérience disons, des fautes, des douleurs infligées par les autres hommes. Notre vie est orientée, et peut-être, c'est le premier point que je voudrais souligner sur cette question, c'est ça qui la rend vitale. Et notre vie est orientée par une polarité entre, non pas tant le bien et le mal, que, disons, la souffrance et la non-souffrance, le malheur et ce qui s'oppose à lui, qui est peut-être la joie, le bonheur, en tout cas le bien-être, peut-être aussi, comme dans l'opposition du normal et du pathologique, la maladie et la santé. Et au fond, la philosophie est ici fondamentalement thérapie, elle est prise en compte de cette polarité vitale, du pathologique et de ce qui s'y oppose, qui traverse encore une fois toutes les dimensions de notre existence, et qui n'est pas réservée à notre corps comme organisme qui peut être malade. C'est notre esprit qui peut être affecté, c'est notre vie morale et politique. Il y a des maladies aussi dans les relations entre les hommes. Et au fond, je crois que c'est l'une de mes questions. Quand vous envisagez la philosophie comme transformation de soi, c'est aussi sous le signe de cette polarité au sens large vital, du pathologique, de la souffrance et de son dépassement. Et je crois qu'il faut aller très loin dans cette polarité vitale qui au fond ramène la question de la vie. La vie ici n'est pas une métaphore, voilà, c'est ça que je voudrais dire. C'est pas la pratique, c'est pas l'idée de philosophie comme manière de vivre au sens simplement comment on va, comment vivent les uns et les autres, est-ce qu'il faut s'habiller comme ci ou comme ça, les styles, on pourrait dire, de la vie, même si ça n'est pas entièrement indifférent. Hein. Je ne crois pas que l'esthétique de l'existence, d'ailleurs, traite un autre problème quand on le prend très profondément comme Foucault, mais disons, il faut prendre ici vie en un sens très, très concret, très, très littéral, et c'est en ce sens que la philosophie est bien un remède. Alors, ça c'est la version un peu disons l'accès au problème à travers la philosophie antique. Je voudrais y accéder au même problème à travers l'aspect contemporain, et comme je l'ai dit tout à l'heure, en confrontant ce que vous dites justement de la philosophie comme manière de vivre et des exercices, à travers les exercices spirituels, à travers deux autres façons de le comprendre, que je ne ferai qu'évoquer beaucoup trop rapidement. En 1942, dans la revue Fontaine, Jean Wahl, qui est alors exilé aux États-Unis, après avoir été brièvement emprisonné à la prison de Fresnes, Jean Wahl écrit cet article intitulé « La poésie comme exercice spirituel », dont vous me rappeliez que sans savoir que c'était de lui, c'est ce que vous m'avez rappelé il y a une heure, sans savoir que c'était de lui, c'est dans ce texte que vous aviez retrouvé la notion d'exercice spirituel, qu'ensuite quelqu'un vous l'avait transmis, mais que vous... maintenant vous pouvez le retrouver dans un recueil malheureusement devenu introuvable lui aussi, mais au titre au fond très symbolique aussi de nos questions d'aujourd'hui, hein, Poésie, pensée, perception, qui est un des grands recueils de Jean Wahl, avec qui donc vous aviez commencé cette thèse sur Heidegger et Rilke, et ça fait partie des questions qu'avait rappelé Jean-Charles tout à l'heure, donc je la repose pas. Mais enfin, ça fait partie aussi des liens très profonds avec toute l'histoire vivante de la philosophie du XXe siècle. Alors pour Jean Wahl, l'exercice spirituel est à la fois proche et différent de ce que vous décrivez. L'exercice spirituel, dit-il, c'est d'abord au sens étymologique du mot, et c'est comme ça que commence l'article, exercice spirituel, d'abord au sens étymologique du mot, exercice de souffle, de rythme, donc c'est l'étymologie du mot spiritus, évidemment. Et son rythme sera passivité et activité, une passivité qui fait monter une activité. La poésie est aussi exercice spirituel, en un sens plus profond, dit-il. Alors,
Il y a dans ce texte de Jean Wahl, je vais juste le résumer d'un mot, quelque chose comme une dialectique. Jean Wahl est toujours quelqu'un qui oppose des termes extrêmes. La poésie est un exercice physique du poète et en même temps un jeu avec les grandes catégories du monde, l'espace et le temps. Chaque poète crée un nouvel espace et un nouveau temps. Toute poésie est exercice spirituel et en même temps chaque poète a son exercice spirituel à lui. Je cite encore un morceau de cet article. Il ne faudrait d'ailleurs pas, dit Jean Wahl, parler de la poésie comme exercice spirituel, mais de chaque mode de poésie comme d'un exercice spirituel particulier. Qu'y a-t-il de plus éloigné des stricts arceaux sous lesquels nous fait passer un Dante que cet espace ouvert où nous fait respirer Whitman, parmi d'immenses vagues et d'immenses souffles? Et pourtant, il n'y a pas moins d'infini dans le premier que dans le second. D'une certaine façon, cette dialectique va très loin dans l'idée aussi que l'exercice spirituel du poète est à la fois activité et passivité. C'est d'ailleurs une des questions que là aussi j'aurais eu envie de vous poser. Il termine d'ailleurs là-dessus. Exercice, dit Jean Wahl, met l'accent sur l'activité. Expérience, met l'accent sur la passivité. Exercice, expérience, création. La poésie est également aventure. Et Jean Wahl est en réalité très modeste pour le poète. L'exercice spirituel est seulement création d'un langage, d'un rythme, d'une musique. Au fond, on voit bien le lien et la différence. Je voudrais juste le dire d'un mot. Le lien, c'est que, pour Jean Wahl aussi, l'exercice spirituel ici est transformation de soi. Il dit le poète se crée lui-même. Il est aussi cosmique. Le poète crée un espace et un temps. Et pourtant, il est réservé, au fond, à un poète qui s'exprime dans le langage, qui se cherche, mais qui ne se trouve jamais, en réalité, et qui est balancé dans cette dialectique incessante. Au fond, il y a une expérience qui reste insatisfaisante, et profondément insatisfaisante, à tel point que pour Jean Wahl, c'est dans le silence qui suit le poème que se trouve l'exercice spirituel du poème. Et il faut à chaque fois recommencer, et on pourrait dire que Jean Wahl est plus sceptique, en un sens que vous, plus existentiel peut-être aussi. Le cosmos le soutient moins, la poésie est plus fragile, en un certain sens. Il n'est pas comme Goethe, il ne trouve pas forcément dans la poésie les secrets d'une nature, mais plutôt une résistance de la nature et de l'esprit, un jeu dialectique, quelque chose comme un mystère. Et donc il y a là un exercice spirituel un peu plus impalpable, mais en même temps une persistance, une résistance aussi de l'idée d'exercice spirituel au cœur de la guerre et du XXe siècle. Ce que je voudrais dire d'ailleurs au passage, c'est qu'on pourrait, dans chaque moment de l'histoire de la philosophie, voir le rapport entre vie et philosophie à la fois se perdre et se retrouver. Et c'est comme une sorte de gradient aussi, de point de retour dans l'histoire de la philosophie. Donc Jean Wahl serait quelqu'un qui verrait l'exercice spirituel plus du côté justement de l'esprit, dans le langage, dans un rapport au monde. Bon. Pour Michel Foucault, il en va autrement, mais dans un autre sens. Au fond, l'exercice spirituel que Foucault, en partie à travers ses discussions avec vous, a réinterprété, pour Michel Foucault, l'exercice spirituel est d'abord... On n'a pas beaucoup parlé. Vous n'en avez pas beaucoup parlé directement, peut-être, mais vous êtes entrelus, si j'ose dire. Ouais. Mais c'est cette discussion profonde qui avait lieu. Mais pour Foucault, donc, il y a dans l'idée d'exercice spirituel d'abord quelque chose d'irréductiblement historique. L'exercice spirituel est bien... vous êtes sur ce point d'accord, quelque chose qui relève de l'Antiquité, mais en un sens, pour Foucault, quelque chose qui s'est arrêté avec l'Antiquité et à laquelle nous accédons à travers un décentrement radical. Cela va si loin qu'au fond, dans son cours sur l'herméneutique du sujet, dans la dernière leçon du 24 mars 1982, Michel Foucault explique que, au fond, il y a eu un passage, alors c'est ça la fin de l'Antiquité pour lui, je ne sais pas si vous seriez d'accord d'ailleurs avec cette interprétation, un passage de la vie comme objet d'une technique, qui serait la vie au sens des Grecs, et donc une vie au fond à l'extérieur du sujet. Notre corps, notre diète, nos régimes, comme il dira plus tard dans les 2 derniers tomes, l'histoire de la sexualité, l'usage des plaisirs et le souci de soi, font que les Grecs envisagent notre vie comme une partie du monde, quelque chose qui est l'objet d'une technique. C'est notre vie qui est l'objet d'une technique. Notre corps, nos usages, nos rapports à autrui, aussi notre sexualité. Bon. Et pour Foucault, le point de basculement du Moyen-Âge, c'est le point où la vie devient non plus l'objet d'une technique, mais le sujet d'une expérience. La vie s'intériorise.
l'homme devient non seulement objet de sa pratique, mais sujet de son expérience. Et pour Foucault, il y a là quelque chose d'irrémédiable, en quelque sorte. Nous sommes entrés, à partir du christianisme, au fond, dans l'ère de l'intériorité. Donc c'est pas tellement le passage à la religion ou à la scolastique que le passage à la subjectivité. Et depuis ce temps, dit Foucault, retrouvant ses intuitions des mots et les choses, depuis ce temps, l'homme est divisé, en quelque sorte, entre cet objet d'une technique et ce sujet de la vérité, ce sujet de l'expérience. Et il y a même une sorte de chiasme, dit-il. Au fond, pour les Grecs, le monde était un objet d'expérience et le sujet un objet de technique. Pour les modernes, le monde est devenu l'objet d'une technique et le sujet est devenu le lieu d'une expérience. L'intériorité s'est repliée dans le sujet et le monde est devenu partes extra partes, l'objet de la technique. Je le cite quand même, pour l'entendre 2 secondes. Vous voyez donc, dit Foucault, c'est la conclusion de son grand cours de 82, que se croiseraient ainsi à des périodes différentes et dans des directions selon des mouvements différents, 2 processus, l'un par lequel le monde a cessé d'être pensé pour être connu à travers une techné, et l'autre par lequel le bios a cessé d'être l'objet d'une techné pour devenir le corrélatif d'une épreuve, d'une expérience, d'un exercice. D'un exercice, là c'est au sens d'Ignace, c'est pas du tout au sens de stoïciens et des épicuriens. Je n'insiste pas, j'aurais voulu approfondir, mais il y a beaucoup d'autres basculements. Foucault pensant l'exercice spirituel plus comme une résistance à un type de pouvoir et comme l'institution aussi d'une pratique plutôt de gouvernement de soi que de transformation directe de soi-même. Cet aspect historique et politique, autant qu'esthétique, faisant au fond le lieu de votre débat qu'il a eu lieu, à tous les niveaux où il a eu lieu, je dirais. Bon. Mais le seul point sur lequel je voudrais revenir, et c'est pour conclure très rapidement, c'est que aussi bien chez Jean Val, qui voit plutôt une forme d'existence subjective dans le langage et dans le monde, que chez Foucault, qui voit avant tout l'objet d'une pratique de transformation chez les Grecs, puis au fond d'une intériorisation subjective dans la modernité, on pourrait dire que le thème de la vie a en partie quand même disparu. Le thème concret de la vie, c'est-à-dire de la vie cosmique, de la vie malade aussi, souffrante encore une fois non seulement par des affects corporels, mais par des affects psychiques et moraux. Parce qu'il y a aussi quand même s'il n'y a pas que l'éthique, il y a quand même l'éthique. Et évidemment, chez Foucault, le thème de la vie est fondamental. Le bios, le biopolitique est premier, mais c'est justement une vie qui est devenue l'objet d'une technique extérieure et qui au fond, n'a plus cette capacité intérieure à se transformer de manière directe, qui cherche à le retrouver, qui y retrouve une forme de résistance, et c'est là-dessus qu'on aurait aimé évidemment qu'il puisse prolonger disons qu'il nous a aussi, grâce à ce retour sur la question de l'exercice spirituel, transmis la question de la vie comme un problème au début des années 80, et d'une façon fondamentale, mais disons d'une manière aussi critique, la vie étant l'objet de cette histoire, et nous sommes quand même à distance de ce sujet grec. Nous ne pouvons pas le redevenir. Or, ce vers quoi convergent mes 2 séries de remarques, au fond, c'est cette question de la vie aujourd'hui. Je crois qu'en un sens, nous retrouvons aujourd'hui justement cette question très concrète de la vie, sur laquelle la philosophie peut avoir un pouvoir de transformation et de secours, au fond, de remède. Mais la philosophie n'est pas elle seule. La philosophie est aussi l'éthique, l'action. Je sais que pour vous, la philosophie est aussi action éthique et politique. Et au fond, je me disais, c'est donc pas une manière de vivre en un sens métaphorique, c'est pas non plus une philosophie réservée à un petit secteur de l'histoire. Je crois que nous retrouvons aujourd'hui cette question de la philosophie comme manière de vivre, pas du tout d'une manière comme une curiosité extérieure, mais comme le problème du présent. Voilà, c'est là-dessus que je voulais conclure. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez réagir aussi. Le problème, non. J'ai quand même envie de répondre d'abord sur la thèse pour la thèse de Heidegger. C'est que j'avais découvert Rilke par un article de Gabriel Marcel sur l'orphisme. Et ça m'avait enthousiasmé. Alors je me suis plongé dans Rilke. Et alors, ce qui me séduisait, c'était au fond l'admiration de l'existence.
Ihr Sein ist ehrlich. Et alors, je me suis rendu compte qu'au fond, il y avait chez Heidegger cette découverte de l'être. Je ne sais pas si j'avais tort ou raison, hein. Et je m'étais dit, ce serait formidable d'étudier le rapport entre les deux. Enfin, c'était donc Heidegger et Rilke, chantre de l'existence, enfin, poète au sens d'exégète de l'existence. Alors, pour la vie, enfin, je suis tout à fait d'accord avec vous en ce sens que, enfin, plutôt, compliquant toujours les choses, je pense qu'on vit plusieurs vies, si on peut dire, c'est-à-dire plusieurs domaines de vie. C'est-à-dire, il y a le savant, enfin, en partie, il vit dans un univers de savants où le soleil ne se couche pas. Bon. Et il y a... Alors... Le soleil se couche, mais les lumières restent allumées. Il y a un soleil artificiel. Voilà. Alors, il y a à l'opposé, il y a la vie, enfin, la vie quotidienne, si on peut dire. C'est-à-dire, mais alors dans toute sa banalité, faire la cuisine, enfin, se laver, etc. Et alors, cet ordre-là, à mon avis, c'est l'ordre non philosophique, c'est-à-dire que les gens le vivent sans pouvoir, sans conscience, sans l'examiner, si on peut dire. Et alors, notamment, avec le fait, par exemple, que la mort fait partie de cet ensemble de choses qui a l'air tout à fait ordinaire. Puis alors, il y a la vie du philosophe. Et alors, enfin, moi, je vois plutôt de ça, de ce point de vue-là, tandis que vous voyez plutôt le problème de... Alors, ça me revient, évidemment. En fait, ce que j'ai toujours remarqué, c'est que au sein de cette vie quotidienne, il y a au fond même chez beaucoup de gens, il y a quand même des éclairs de philosophie, si on peut dire. Et donc, et de ce point de vue-là, alors vous avez raison de dire que la philosophie peut jouer le rôle de remède contre les maux de la vie. Ben, je pense, je sais pas si ça vous convient. Si. Merci infiniment, au contraire. On va pas peut-être prolonger, nous, la discussion qu'on aurait évidemment envie de poursuivre, mais on va l'ouvrir. Il y a plusieurs des auteurs du livre. Il y en a certains qui doivent, je crois, partir aussi assez rapidement. Je ne sais pas s'ils veulent déjà intervenir, peut-être, pour commencer, ou si... donc je me tourne déjà vers eux, mais sinon, évidemment, il y a pas de... Gwenaël qui devait partir, non? Voilà. Bon, donc on va commencer à faire passer le micro. Oui, j'ai vu, merci. Tu sais faire marcher le deuxième. Bonjour, je voudrais vous poser une question.
à propos d'un concept qui me paraît en réalité plus difficile. Vous n'entendez pas ? Plus fort. Je voudrais vous poser une question à propos d'un concept qui me paraît aussi délicat et peut-être plus difficile que celui de vie, et qui est important et central dans votre pensée, c'est tout simplement la notion de manière. Parce que je constate que dans les formulations utilisées, y compris par Philippe Hoffman, vous parlez de mode de vie et vous semblez considérer que mode de vie c'est la même chose que manière de vie. Or, il me semble personnellement que c'est quelque chose de tout à fait différent et que c'est même à la limite presque le contraire. Alors, la question que je vous pose, c'est de savoir si vous établissez une différence, laquelle, entre manière de vie, mode de vie, style de vie et même forme de vie, qui est une formulation qui vient de Wittgenstein et de l'historicisme allemand. Il me semble qu'il faut distinguer ici, je dirais, un mode d'être spontané et d'autre part un mode d'être qui est volontaire et construit, ce qui me paraît quelque chose de tout à fait différent. Et dans les échanges là, j'ai eu l'impression qu'il y avait des confusions sur ce point. Alors la deuxième question que je voudrais vous poser, c'est que bon, je suis un lecteur assidu de votre œuvre qui m'a beaucoup marqué depuis longtemps, mais il y a quand même un problème, me semble-t-il, c'est la difficulté d'intégrer la pensée d'Aristote à précisément la manière dont vous pensez la philosophie antique. Il me semble que le modèle aristotélicien de vie contemplative, de vie théorétique, oppose une résistance précisément à, je dirais, l'idée que la philosophie antique est, dans son principe, précisément manière de vivre, parce que c'est une morale qui renvoie à l'idée d'un bonheur qui est pas simplement favorisé par la connaissance, mais qui est en fait un bonheur de connaître, et même un bonheur à connaître, je dirais, et qui plus est, c'est un bonheur qu'on ne trouve pas dans des conditions qui peuvent être répétées sur le modèle de l'exercice spirituel. Et dans ces conditions, il me semble qu'il y a un problème. Les exemples qui nourrissent votre pensée sont plutôt, me semble-t-il, empruntés, disons, à la période hellénistique, et il me semble qu'il y a quand même un problème Aristote de ce point de vue, relativement à votre pensée. Donc c'est la deuxième question. Oui, alors, au point de vue d'Aristote, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que au Moyen Âge, alors que la notion d'exercice spirituel était en régression, l'exercice spirituel philosophique, les seuls qui ont gardé la notion d'exercice spirituel philosophique, ce sont les aristotéliciens, c'est-à-dire Aubry de Reims et enfin, les gens de cette époque, quelques-uns. Et en fait, parce que la vie contemplative, c'est un style de vie, c'est un mode de vie. Et donc, il me semble que je comprends ça comme ça, moi. Voilà. Alors, mais la première question, je n'ai pas entendu. C'est les questions qui portaient sur la distinction entre les notions de mode de vie, manière de vie, style de vie et forme de vie. Est-ce que vous distinguez ou est-ce mais que à propos de Wittgenstein, surtout, oui. Mais chez Wittgenstein, la notion de forme de vie est tout à fait spéciale. C'est, au fond, ça peut être le fait de compter, de faire des calculs, enfin, c'est d'être dans une certaine situation active. Et je pense qu'il y a un rapport avec la notion d'exercice spirituel. Voilà ce que j'ai à dire.
Alors, j'ai remarqué une question ici. Peut-être je relèverai après les questions qui voudront se poser pour qu'on ne soit ni débordé par le temps, ni bousculé. Voilà. Et je voulais revenir sur la question posée par la personne qui a parlé précédemment, c'est-à-dire sur Aristote comme contre-exemple de vos thèses. Je voudrais insister parce que dire que évidemment Aristote parle d'un mode de vie contemplatif, c'est un théoretikos. Bon, c'est quoi ça? C'est pas la philosophie, c'est un mode de vie où l'exercice de l'activité de la pensée théorétique a, disons, un espace plus grand que dans d'autres modes de vie. Mais c'est pas un mode de vie qui est transformé par la philosophie. Il n'y a rien en ce sens chez Aristote. Il n'y a rien chez Aristote qui renvoie à une conception de la philosophie comme une thérapie ou comme une forme de consolation. La mort est tellement rien pour Aristote qu'il ne parle même pas. Oui, j'ai pas bien entendu tous les détails, mais je voulais non, c'est-à-dire que Aristote se situe en fait contre les sophistes, justement, qui ont un style de vie différent du style contemplatif. Et il y a des textes à ce sujet-là qui montrent qu'il considère que les sophistes ont un mode de vie qui exclut l'objectivité et la rationalité du raisonnement philosophique et qui fait aussi qu'ils veulent de l'argent et que le philosophe est détaché de cet aspect matériel. Enfin. Je vais passer le micro à Jean-François Ballonnet, donc à contribuer au volume. Si vous voulez revenir sur ce qu'il pense, peut-être à d'autres. Oui. Il me semble assurément que Aristote pose un problème particulier, mais je ne pense pas qu'il, en quelque sorte, contredise la lecture d'ensemble que Pierre Hadot propose de la pratique de la philosophie dans l'Antiquité. Je vais essayer d'expliquer, évidemment, de manière schématique, comment je comprends les choses un peu à sa suite. Le point important de la thèse de Pierre Hadot, c'est la priorité, au fond, dans le couple théoria-praxis, c'est la priorité de la praxis. Mais évidemment, il ne s'agirait pas d'une praxis philosophique si, d'emblée, l'exigence de mener le meilleur mode de vie, donc de conduire une praxis réussie, une eupraxia, cette exigence-là n'était liée, alors, parlons même pas de théoria, mais à la mise en œuvre d'une activité de pensée, au moins interrogative, au moins questionnante. Et au fond, Socrate ne dépasse jamais ce stade, en un sens. Alors ensuite, selon les modulations, disons, des diverses écoles philosophiques de l'Antiquité, le contenu de la théoria est plus ou moins important. Il peut être porté très haut, comme chez Aristote ou les stoïciens. Il peut être réduit à très peu de choses, c'est-à-dire à une interrogation, un questionnement, une absence de réponse, comme c'est le cas chez Socrate, comme c'est le cas, disons, pour parler en gros, dans les traditions sceptiques, comme c'est pratiquement le cas chez les cyniques aussi. Il me semble que c'est dans ce cadre-là qu'il faut essayer de penser Aristote, et la singularité d'Aristote vient de ce que sa théoria, face au problème du rapport entre la théoria et la praxis, il a au fond une réponse puis deux, et il me semble qu'au bout du compte il les combine. Une réponse consiste à
constater la puissance de la théoria et à imaginer très logiquement que une vie puisse se construire sur la dévotion à cette théoria. Et ça donne un idéal de vie théorétique. Oui, mais ce n'est qu'un idéal de vie théorétique. Jamais Aristote n'a dit, et précisément il dit même l'inverse, jamais il n'a dit que l'on pouvait vivre en théorétikos tout au long de sa vie ou de sa vie d'adulte, puisque la fin de l'éthique à Nicomaque est à la fois consacrée à la mise en évidence de ce magnifique projet de vie théorétique et au constat de l'impossibilité de se consacrer exclusivement à cela. Donc il me semble que la deuxième réponse, elle est donnée par évidemment la fameuse théorie de la phronésis, cette idée qu'il y a une autre forme d'intellectualité à l'œuvre qui est impérativement à l'œuvre pour réussir une vie, qui est la phronésis. Et donc finalement, Aristote est singulier parce qu'il a deux réponses apportées à la question du meilleur mode de vie de l'eupraxia. À la fois, il faudrait que nous, évidemment, aussi divins que nous pouvons l'être, il faudrait que nous passions nos journées à contempler, car rien n'est meilleur que cela, n'est plus beau, n'est plus parfait, il le dit en des termes majestueux, mais en même temps, nous ne pouvons pas faire que cela parce que nous sommes dans une cité, parce que nous avons une famille, parce que nous avons des obligations, et parce que nous sommes dans le quotidien dont parlait Pierre Hadot. Et à ce moment-là, assurément, il faut aussi être un phronimos. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'Aristote concède, en faisant sa théorie de la phronésis, qu'on peut être un homme accompli dans son genre sans être un philosophe. Ça serait peut-être ça, en quelque sorte, sa singularité. Mais pour ma part, je suis persuadé que le philosophe vivant et poursuivant le meilleur mode de vie, en réalité, pour Aristote, tient à la fois du théorétikos et du practikos. Autrement, je crois que sa théorie éthique ne tient pas bien au bout du compte. Pour compléter de manière plus modeste et philologique ce que Jean-François Ballaudet vient d'expliquer, je pense qu'il faut quand même rappeler deux choses. Premièrement que il faut toujours penser au naufrage partiel de l'œuvre d'Aristote aussi, qui complique la situation, et notamment au fait que toute une partie des ouvrages ne sont plus connus ou de manière fragmentaire ou indirecte, et notamment le protreptique. Et c'est du côté du protreptique que l'on cherche désespérément à reconstituer à partir de Jamblique, que l'on peut avoir quelques aperçus qui confortent tout à fait ce que Jean-François Ballaudet vient d'exposer. Et d'autre part, je voudrais rappeler une chose, c'est que nous avons conservé des listes d'exercices spirituels de l'Antiquité, mais en très petit nombre, comme l'a rappelé Pierre Hadot dans le livre, dans le grand article Exercice spirituel. Ce sont 2 passages de Philon d'Alexandrie, en tout et pour tout, qui ont conservé des listes se présentant comme telles. Et ce qui est à mon avis un très bon élément de réponse, c'est que dans l'une de ces 2 listes figure la dimension de la recherche, la zétésis. Et donc si on essaye de se placer du point de vue de la mentalité antique, qui donnait évidemment à l'ascésis une extension, disons, généreuse, la zétésis entre complètement dans le champ des exercices spirituels. Et c'est très exactement la caractérisation de l'ouvrage, des ouvrages scientifiques qui constituent la majeure partie qui est conservée de l'œuvre d'Aristote, dont il faut évidemment toujours rappeler historiquement qu'elle a été l'objet d'un naufrage, notamment la partie exotérique. Voilà. Donc c'est une petite note en bas de page, mais qui, je pense, cadre les choses. Merci beaucoup. J'ai 2 micros. Est-ce qu'il y a... Alors je vais relever puisque... Combien parmi vous voudraient poser une question au stade où nous en sommes? Je me tourne, il y a aussi un balcon, si j'ose dire, dans ce théâtre.
Oui, Michael Chase. Alors je rappelle, c'est l'occasion pour moi de rappeler que Michael Chase avait participé à la journée en juin 2007 avec une indication très impressionnante sur l'influence justement des thèmes de Pierre Hadot et des questions des exercices spirituels, si je me souviens bien, dans le monde entier. Et je remercie beaucoup d'être là ce soir. Merci à vous. Et en fait, mes commentaires allaient se diriger principalement à votre intervention et non pas à l'œuvre de Pierre Hadot. Vous avez souligné l'importance dans la vie de l'idée de souffrance, dans la vie de tous les jours. Et il me semble que l'on ne souligne pas toujours assez l'une des découvertes majeures de Pierre Hadot, et c'est l'idée, c'est lui qui l'a remise en lumière, si vous voulez, mais c'est l'idée stoïcienne selon laquelle ce qui nous fait mal dans la vie, ce ne sont pas tellement les choses, mais nos conceptions des choses. Alors, c'est-à-dire que par l'un des buts précisément de la maîtrise du dialogue intérieur que sont les exercices spirituels, ce serait de relativiser, de minimiser un tout petit peu la douleur qui est le résultat de notre perspective trop particulière. Et à ce sujet, moi je pense qu'il y a des parallèles intéressants avec certaines thérapies cognitives qui sont en vogue en ce moment aux États-Unis. Je pense par exemple à ce qui s'appelle Mindfulness-Based Stress Reduction, d'après un système inventé par John Kabat-Zinn, etc., et qui est pratiqué dans 300 cliniques maintenant aux États-Unis, et où on soigne les malades précisément en leur faisant faire des exercices spirituels au stoïcisme. Par ailleurs, j'aimerais peut-être revenir aux remarques de Philippe Hoffman concernant l'importance de la philologie. Il me semble qu'il y a quand même une tension dans l'œuvre de Pierre Hadot, que lui-même a bien souligné dans son livre d'entretien avec Arnold Davidson et Jeannie Carlier, c'est-à-dire que d'un côté, l'établissement critique du texte, la philologie, est absolument indispensable. Nietzsche a tort de dire qu'on peut dire n'importe quoi, à partir de n'importe quoi. Mais d'un autre côté, Gadamer, lui aussi, avait raison en disant que l'interprétation est inévitable. Nous devons interpréter. Il n'y a pas d'objectivité facilement joignable. Et c'est là où il y a aussi l'aspect que Pierre Hadot a aussi souligné de l'importance des erreurs créatives. Donc je me demande si il n'est pas possible d'éviter l'interprétation. Donc peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est se concentrer sur la bonne interprétation. Et d'abord, évidemment, d'établir les critères d'une bonne interprétation. Merci beaucoup. Je vais répondre peut-être, si vous permettez, d'un mot d'abord à la question. Mais j'ai pas bien entendu. Alors, la première question m'était adressée sur la question de la souffrance et de la philosophie comme thérapie avec ses variétés, notamment sur le mode stoïcien. Et la deuxième question revenait sur l'idée du conflit des interprétations. On pourrait dire d'un côté le reproche fait à Nietzsche et d'un autre côté la nécessité quand même d'interpréter. Quels seraient alors les critères de la bonne interprétation? Alors d'un mot juste sur la profonde question, ça me permet de revenir moi sur un point qui me frappe, c'est que quand on dit les exercices spirituels, la philosophie comme thérapie, ça ne veut, dans l'Antiquité, ça veut certainement pas dire qu'il y en a une seule version, mais que c'est là le problème commun, je dirais, de toutes les sagesses ou philosophies antiques. Et c'est là qu'on voit bien, d'ailleurs, qu'au fond, ce problème est quand même, dans tous les cas, de l'ordre de passer d'une souffrance au remède, mais que le diagnostic, au fond, on pourrait dire, de ces différents médecins n'est pas le même. Pour les épicuriens, c'est vraiment la souffrance physique, et le bonheur consiste à ne pas souffrir physiquement. Donc il faut quand même faire cesser la faim, la maladie, le froid, etc. Pour les stoïciens, c'est vrai que c'est les représentations, et que le remède est dans l'usage des représentations. On pourrait dire, pour Platon et Aristote, la démarche est avant tout éthique en un certain sens, et les visées restent quand même en effet le bonheur, ne serait-ce que cette idée du bien vivre me semble quand même le télos aristotélicien par excellence, y compris pour l'éthique et pour la politique, même si au fond on peut dire c'est pas la philosophie seule qui nous transforme, mais ça a été bien rappelé. Il ne s'agit pas seulement d'une philosophie qui passe par le discours philosophique en tout cas, mais dans tous les cas, je pense que c'est cette polarité du mal vivre et du bien vivre qui oriente ce problème de la philosophie comme manière de vivre. Et vous avez tout à fait raison de dire que pour les stoïciens, cette vie n'est pas corporelle, c'est pas le corps, c'est pas la souffrance, ne vient pas mais vient du rapport que nous avons à
à notre corps, aussi bien aux vrais affects de notre corps que ce que nous imaginons, que nous craignons, etc. Et donc, en effet, il peut y avoir... je crois quand même que même dans cet usage mental, il reste la polarité fondamentale de la souffrance et de son remède. Et donc, en un sens, voilà, c'est vrai que c'est les différents plans de vie aussi que vous avez rappelés tout à l'heure. Alors, maintenant, la question de l'interprétation, vous était adressée à Philippe Hoffman et à vous-même. Donc, je ne sais pas lequel des deux veut... C'est-à-dire, la question était, au fond, entre l'idée d'une diversité infinie des interprétations, sur le mode nietzschéen, au fond, toutes les interprétations, tout n'est qu'interprétation, et tous les rapports entre des interprétations, et l'idée d'une vérité objective possible d'un texte, est-ce qu'il n'y a pas une position intermédiaire, c'est un peu ça, je crois, la question. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu un livre, il y a 20 ou 30 ans, d'un monsieur Hirsch, sur la notion d'interprétation, qui était extrêmement intéressant. Mais on a essayé de le faire traduire en français. J'ai eu l'impression que c'est comme le Saint-Office et l'index, il fallait pas que... parce que c'était une critique de Gadamer et de Nietzsche, enfin de Gadamer surtout. Et au fond, il avait fixé des critères assez clairs concernant le minimum les limites dans lesquelles qu'il ne faut pas dépasser, qu'il ne faut pas transgresser pour parler d'une manière complètement erronée de l'œuvre. Non, c'était... Ouais. Merci, Philippe Hoffman. Oui, je pense, Michael, que vous serez d'accord pour dire que pour répondre à votre question, l'importance de la pratique de la méthode philologique est précisément de contraindre, de restreindre dans un éventail raisonnable, je dirais, les possibilités de débat ou d'hésitation. En ce qui concerne le travail d'interprétation, c'est-à-dire que l'appréhension philologique du texte permet, selon les critères qui sont ceux de la grammaire, de la syntaxe, des formes rhétoriques, des modalités argumentatives inscrites dans les mots, de définir un nombre restreint néanmoins de possibilités ou de variations. Et je pense que de ce point de vue-là, l'expérience extrêmement instructive est celle qui est donnée par la méthode qui préside à toute la collection des écrits de Plotin au Cerf, où on a une base de travail qui est l'édition critique, la traduction, la discussion de toutes les difficultés de traduction et le premier niveau d'interprétation qui est, au sens grec et positif du texte, la paraphrasis, qui est vraiment l'explicitation du sens, du mouvement même de la pensée. Et je crois que ces différents niveaux de travail qui tous relèvent d'une certaine manière de la philologie, pris au sens précis du terme, permettent de bien cadrer les choses et ouvrent certes un espace pour le débat interprétatif, mais je dirais cadre ce débat interprétatif. En quoi il y a une articulation extrêmement précise, extrêmement réglée entre le travail du philologue et le travail du philosophe. Qui peuvent d'ailleurs être la même personne.
Merci beaucoup. Je rappelle que ce travail d'édition des traités de Plotin a été ouvert et dirigé initialement par Pierre Hadot lui-même. Et donc je crois que pour conclure, je vais maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, mais je crois que nous avons atteint le terme, je vais maintenant passer la parole en la remerciant d'abord une nouvelle fois à Lucie Marignac, qui est donc la directrice des Rues d'Ulm Éditions, et à qui nous devons la publication de de nos discussions justement interprétatives autour de l'œuvre de Pierre Hadot dans le volume de la collection des rencontres de Normal Sup. Je lui passe la parole donc en vous remerciant tous encore, et d'abord Pierre, vous voulez dire? Je voulais seulement dire très rapidement que je remercie de tout cœur tous ceux qui ont collaboré à la journée, au livre, à cette journée, que ce soit mon cher Frédéric, mais les personnes que je connais moins, mais qui sont extrêmement sympathiques, comme Madame Marillac. Et donc, je remercie beaucoup, et je vois que un des aspects concrets de la philosophie, c'est aussi l'amitié. Merci. Je ne sais même pas comment vous remercier après ça. Voilà, c'est nous c'est nous qui vous remercions tous, Pierre Hadot, du tour que vous avez su donner à cette rencontre. Vous nous avez fait l'amitié de vous déplacer jusqu'à l'école, qui vous est chère, nous le savons, mais vous avez compris aussi, encore une fois, au cours de cette séance, combien vous comptez pour elle et ses membres. Nous remercions aussi bien sûr les intervenants de ce soir, Philippe Hoffmann et vous deux, Jean-Charles et Frédéric, ainsi que ceux des auteurs du livre qui ont pu être présents parmi nous. Je rappelle que sans le soutien du Collège de France, la journée qui a été à l'origine de ce livre et donc de la séance de ce soir, et le volume tel qu'il est paru le mois dernier n'aurait pas vu le jour dans d'aussi bonnes conditions. Comme toujours, l'équipe de la bibliothèque qui organise ces débats nous accueille très chaleureusement, et enfin, compte tenu du public très nombreux que nous avons ce soir, je pense que nous pouvons tout spécialement vous remercier d'être venus non seulement si nombreux, mais aussi si attentifs dans cette séance, si on en juge par la qualité du silence qu'il y avait au moment de certaines des interventions. Séance qui en effet a été, grâce à Pierre Hadot, particulière, tout comme le volume dont nous avons parlé tout au fil de ces minutes, a une place vraiment à part dans la collection qu'il héberge et qui s'appelle Les Rencontres de Normal Sup. Je pense que peu de volumes de cette collection ont pris si justement place dans cette série que ce volume-là, compte tenu de la vraie rencontre qu'il a constituée pour nous tous, comme Laure Léveillé y a insisté pour commencer. Et je conclurai simplement par des mots que j'emprunterai à l'un des maîtres d'œuvre du volume, Frédéric Worms. On reviendra pour finir sur ce qu'il y a de commun entre lire et vivre, cette expérience relationnelle que dans les deux cas, le verbe apprendre, dans sa double portée d'épreuve et d'enseignement, peut bien permettre de résumer. Apprendre en français peut aller dans les deux sens de la relation, j'apprends de et j'apprends à quelqu'un. Ainsi, l'enseignement Pierre Hadot sur l'enseignement est bien d'abord pour son lecteur, indissociablement, une rencontre avec quelqu'un, avec la philosophie et avec soi-même. Et je vous invite donc, si vous le souhaitez, à prolonger cet échange avec Pierre Hadot et autour de lui